Le 14 juillet 2017, sur une autoroute de l'Oregon, des gens ont été témoins de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. La route était complètement bloquée et il a fallu 7 heures pour libérer le passage. La route et les voitures étaient recouvertes d'une épaisse couche de mucus. Protection contre la poussière, les bactéries, les requins, les virus. Pas ça! Ça c'est juste du mucus ordinaire. Je parle de vrai mucus, comme celui que produit la myxine. C'est un poisson ou un ver marin? En fait, les myxines sont des créatures bizarres. Elles ont même un ordre et une classe qui leur sont propres. Parce qu'il est très difficile de déterminer ce qu'elles sont. En moyenne, les myxines mesurent environ 50 cm de long, elles n'ont pas de colonne vertébrale, mais elles possèdent un crâne et un visage, pas des plus attrayants, avec des dents étranges et bien sûr du mucus. Lorsqu'elle est menacée ou simplement anxieuse, la myxine sécrète une énorme quantité de mucus fibreux. Si quelque chose essaie de manger l'animal à ce moment-là, le mucus obstrue la bouche du prédateur et il suffoque. Ou au minimum, il ne peut plus manger quoi que ce soit. Sa bouche est pleine de chewing-gum et les scientifiques ne peuvent qu'imaginer ce qui se passe ensuite. Et quand je dis une énorme quantité de mucus, j'exagère pas, la myxine en sécrète beaucoup. En quelques secondes, ce ver marin peut en exsuder jusqu'à 4,5 litres. À titre de comparaison, un homme produit environ 1 litre de morve par jour, c'est-à-dire moins de 1 millilitre par seconde. Vous visualisez à quel point la différence est énorme. Attends, mais ça sert à quoi tout ça? Pourquoi il y a besoin d'autant de mucus? Et comment il peut y avoir autant de mucus dans une myxine? Elles sont parfois très petites, à peine 20 cm de long. Le secret réside dans la composition du mucus. Il est à base de fibres et de protéines, mais composé à 99% d'eau de mer. Dès que la myxine exsude des fibres, celles-ci s'étendent rapidement dans différentes directions et s'entrelacent, formant un filet qui piège l'eau, la mélange aux protéines et forme du mucus. Et ça se produit très rapidement. Le temps de cligner des yeux, la myxine a déjà rempli tout ce qui se trouvait autour d'elle de cette dégoûtante substance visqueuse. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'Oregon. Des vers gluants étaient transportés par camion pour être vendus, mais à la suite d'un accident, les myxines sont sorties des conteneurs, se sont retrouvées sur la route et, ça les a stressés. Ça peut se comprendre. Mais les humains ne seraient pas des humains s'ils découvraient de quoi est fait le mucus de la myxine, mais ne s'en servaient pas. On pense qu'il peut être utile en tant qu'hydrogel, c'est-à-dire qu'on pourrait l'ajouter à des crèmes hydratantes ou fabriquer des lentilles de contact à partir de mucus. Ou même en faire du tissu, comme du lycra mais naturel. Et bien sûr, les militaires sont très intéressés par les applications potentielles. Ils vont pouvoir projeter du mucus sur les hélices des navires ennemis afin de les immobiliser. Projeter du mucus. Fantastique. Et voici notre nouvel équipement, rechargement automatique et munitions illimitées, qui plus est écologique. Je vous présente le Mucus 3000. Shut up and take my money. La capacité d'exsuder autant de mucus a ses inconvénients. Parfois, les myxines se font piéger par leur propre mécanisme de défense. S'il y a trop de mucus, l'animal peut y rester coincé et suffoqué, comme les prédateurs dont il était censé protéger la myxine. Oups, je me suis tout de suite posé une question. Si les myxines peuvent être accidentellement tuées par leur propre mécanisme de défense, pourquoi elles n'ont pas tout simplement disparu? Généralement, il en faut moins que ça à l'évolution pour se débarrasser de quelqu'un. Tout d'abord, la myxine a appris à se débarrasser du mucus par elle-même, en faisant un nœud avec son corps et en le secouant en quelque sorte. Deuxièmement, l'évolution ne peut tout simplement pas se débarrasser d'un organisme qui est parfait. Je plaisante pas, voyez par vous-même, sur des millions et des millions d'années, la plupart des animaux ont beaucoup changé pour s'adapter à de nouvelles conditions, devenir plus forts, produire plus de descendants, se défendre. La myxine ne s'est jamais souciée de tout ça. Les espèces qu'on trouve aujourd'hui dans l'océan sont presque indiscernables de celles qui y nageaient il y a 300 millions d'années. Et pourquoi évoluer si on n'est pas obligé de le faire, n'est-ce pas? Toi, tu seras une poule. Toi, tu seras un chihuahua. Et toi, tu es simplement parfaite. Quand on voit ce dont la myxine est capable, on comprend pourquoi elle n'a pas changé en 300 millions d'années. Vous vous souvenez comment elle se noue pour se débarrasser de l'excès de bave? Elles ont également appris à utiliser ce nœud comme un levier, comme si elles s'appuyaient sur elles-mêmes. C'est très pratique quand il faut arracher un gros morceau de chair de la proie, mais qu'on n'a pas de pattes. En fait, les myxines sont très molles, mais ça leur convient bien, car avec une telle structure corporelle, elles peuvent se faufiler dans n'importe quel espace. Enfin, presque n'importe lequel. Les scientifiques estiment que les myxines peuvent se faufiler dans un espace incroyablement petit, aussi étroit que la moitié de la largeur de leur corps. C'est possible grâce à leur peau. Elle est attachée au corps de façon très lâche et elle contient un important volume de sang qui circule librement dans les deux sens.
Ainsi, lorsqu'on presse ou qu'on relâche ce verre sous-marin, il ne ressent aucune gêne due à la pression. En gros, c'est comme une chaussette mal ajustée, mais remplie de mucus. Hé, arrête! Remets ma chaussette! Mais parfois, leur capacité à se faufiler dans n'importe quel espace se retourne contre elles. Se nourrissant de charognes, elles peuvent s'emballer un peu trop et rester coincées à l'intérieur de la carcasse. Dans une telle situation, elles doivent rester à l'intérieur du cadavre jusqu'à ce que tout ce qu'elles ont mangé soit digéré. Et c'est pas comme DiCaprio dormant à l'intérieur de la carcasse d'un cheval. Même là, la myxine continue de se nourrir, recevant tous les nutriments à travers sa peau. Ça va de soi. Pourquoi gaspiller les bonnes choses? Et, alors qu'on se dit que la myxine ne peut pas être plus cool qu'elle ne l'est déjà, il s'avère qu'elle a 4 cœurs, un principal et 3 auxiliaires situés dans différentes parties du corps. Ces 3 cœurs peuvent pomper du sang sans oxygène pendant des heures, ce qui permet à l'animal de se sentir bien même à l'intérieur des carcasses en décomposition. On pense que la myxine peut survivre jusqu'à 36 heures dans de telles conditions, puisqu'on parle de capacité extraordinaire. Et le mucus alors? Peut-être que lui aussi est spécial? Eh bien, oui, je parle pas de celui qui est exsudé par les myxines, c'est pas le seul mucus sur notre planète. Voici Physarum polycephalum, un myxomycète aussi appelé blob. Honnêtement, je savais même pas que le mot myxomycète existait jusqu'à aujourd'hui, mais le blob est un organisme vraiment cool. Oui, il ressemble à un tas de fils jaunes mouillés, mais attendez de tout savoir à son sujet. Des études ont montré qu'il s'agit le plus souvent d'une cellule unique géante, d'une taille supérieure à 900 cm². Une seule cellule! Mais c'est rien comparé à ce que le blob peut faire. Il n'a ni cerveau, ni système nerveux, et pourtant il peut se déplacer à une vitesse d'environ 4 cm/h et se constituer des souvenirs. Il s'agit d'une forme de mémoire plutôt primitive, basée sur des informations stockées dans des traces de mucus. En d'autres termes, quand le blob tombe sur son propre mucus, il réalise « Oh, je suis déjà venu ici !» Un peu comme le petit poucet qui sème des morceaux de pain derrière lui. Vous vous dites peut-être que c'est pas grand-chose, mais on parle de mucus, ça devrait pas avoir de mémoire du tout. Le blob est également capable d'apprendre. Par exemple, il peut traverser une sorte de pont pour atteindre de la nourriture. C'est pas non plus un exploit digne d'un prix Nobel, et ça lui aura pris beaucoup plus de temps que si on avait entraîné, je sais pas, des souris. Mais les scientifiques ont fait tout leur possible. Pour la 100e fois, 2 × 2 = 4. Compris? Je s'appelle Blob. On pourrait se dire, pourquoi s'embêter à enseigner à du mucus? C'est du mucus, inutile et sans intérêt. Premièrement, je me méfierais d'une créature étrange qui bouge, qui a une mémoire et qui est capable d'apprendre. C'est à 2 doigts d'une forme de vie extraterrestre comme Venom. Et deuxièmement, on descend tous d'une certaine manière de mucus. Oui, ça date d'il y a bien longtemps, et on aurait du mal à trouver la photo d'un myxomycète dans notre arbre généalogique. Mais si vous en trouvez une, faites-le moi savoir. Pourtant, il fut un temps où le mucus dominait la planète. Cette période est appelée le milliard ennuyeux, parce que, il s'est rien passé de spécial à cette époque. Entre 1,8 milliard d'années et 720 millions d'années avant notre ère, la Terre entière était habitée par des algues et des microbes qui maîtrisaient tous parfaitement la photosynthèse. En résumé, ils étaient tout à fait satisfaits d'absorber l'énergie du soleil et ils ont décidé de ne pas trop changer. Ce n'est qu'après la fin du milliard ennuyeux qu'est apparu le premier organisme véritablement complexe, puis il a progressivement atteint le stade où les premiers humains sont apparus. Ça rend pas le mucus cool pour autant. Alors voici une autre info pour vous. Il peut déclencher un méga tsunami. Aujourd'hui, jusqu'à 1/4 de la matière organique de la planète est constituée de diatomées unicellulaires. Environ 20% de l'oxygène qu'on respire est également produit par les diatomées. Les diatomées étaient déjà présentes sur la planète il y a au moins 185 millions d'années, et à leur mort, elles se sont transformées en sédiments au fond de l'eau. Année après année, siècle après siècle. Mais voilà, les restes de leurs petites coquilles créent du mucus. Imaginez une épaisse couche de mucus de plusieurs mètres d'épaisseur, recouverte d'argile, de sable et de pierre. Bien entendu, cette structure ne tiendra pas éternellement, et un jour, un glissement de terrain sous-marin se produira. Ces phénomènes peuvent déclencher des tsunamis géants. C'est ce qui s'est produit après les glissements de terrain de Storegga vers 6200 avant Jésus-Christ. Le tsunami a submergé la côte environnante sous des vagues d'une hauteur de 20 mètres qui ont parcouru au moins 29 km à l'intérieur des terres. C'est peut-être la raison pour laquelle le pont terrestre entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale a été détruit. Tout ça à cause du mucus. Heureusement que la densité de population était faible à l'époque, mais je doute que les anciens aient bien vécu ça. A plus.